Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Periode hollandaise, 1598 à 1710. L'île au bois dormant. C'est le cas de le dire, eu égard à son rapide développement économique, l'île Maurice, nouvelle république, plus sucrière que bananière, se trouve être de nos jours gonflée à bloc. Les médias, et même les médiums, en parlent comme d'un vaste État archipel. En effet, l'espace économique mauricien comprend également les îles Rodrigues, Agalega, Saint-Brandon et aussi l'archipel des Chagos et Tromelin. À quoi s'ajoutent des bancs de pêche, en particulier Nazareth et Saya de Mala, donc toute la zone économique de 2000 km mesurée autour de ces diverses îles. Pourtant, jusqu'à la date de son indépendance, le 12 mars 1968, quiconque voulait distinguer l'île Maurice sur la map monde, devait la chercher à la loupe. Un point parmi quelques autres, à l'est de Madagascar et du continent africain. Même en France, à Paris, quelques éventuels touristes qui se renseignaient auprès de l'ambassade, bredouillaient quelques inepties comme l'île Saint-Moritz ou les îles Maurice, ou encore Saint-Maurice et cette dernière appellation, aux fins d'être plus proche de l'idée du paradis. Tout compte fait, il existe bel et bien un fond de vérité dans la formule devenue légendaire de l'écrivain américain Mark Twain qui soutenait que pour créer le paradis, Dieu avait pris pour modèle l'une des plus belles îles de l'océan Indien, celle que l'on devait justement appeler la perle de l'océan Indien ou encore jusqu'ici et plus que jamais, l'étoile et la clé de la mer des Indes. D'ailleurs, cette île n'était la propriété que de son divin créateur. Inhabitée jusqu'au XVIe siècle, elle n'était peuplée que d'oiseaux et même de ces gros oiseaux sans ailes et sans queue que furent les drontes ou dodos, première victime de la gent dévorante des affairistes. Néerlandaise celle-là. Bien avant le Xe siècle, l'île fut pour la première fois repérée par des navigateurs arabes, lesquels la dénommèrent brillamment Dina Arobi, terme qui se traduit comme il se doit par une lointaine prévision de la haute destinée financière de cette île que dorait et qu'adorait le soleil. Par anticipation. Par la suite, dans les premières années du XVIe siècle, 1511 à 12, ce fut au tour des explorateurs portugais de la distinguer et de s'en approprier, bien entendu, sans aucune sorte de gêne vis-à-vis de leurs prédécesseurs, ni à l'égard du divin créateur. D'ailleurs, pour effacer les noms arabes de la map monde de Cantino 1502, et sans doute pour éviter tout équivoque sur leurs droits de propriété, ils affublèrent l'île dorée du nom de Domingos Fernandez avant de l'appeler plus poétiquement Ilha Diocirna, l'île Cyrnée ou Cernée, un nom d'oiseau fabuleux. Une espèce de cygne qui régnait sur les dodos ou cernéens. Pero Mascarenhas laissa son nom à l'ensemble des Mascareignes, Maurice, La Réunion Rodrigues, et Diego Rodrigues pour sa part tint à donner son nom en 1538 à l'île Rodrigues. La marque portugaise de l'île allait disparaître avec le XVIe siècle, époque à laquelle des navigateurs hollandais commençaient à fréquenter les côtes malgaches dans le but combien intéressé des trafics d'esclaves. En 1598, les navires hollandais, lancés à la conquête des Indes orientales, s'arrêtaient à l'île Providentielle pour y faire de l'eau, prendre de fraîches provisions, ou encore pour réparer les avaries survenues à leurs navires. Or les témoignages des historiens, c'est l'étude du professeur Pierre Vérin, Maurice avant l'île de France, F. Nathan 1983, qui remet en relief la multiple beauté de l'île Escale, les richesses naturelles de sa flore, de sa faune et de ses eaux poissonneuses à souhait. L'île vierge encore, belle et sauvage, était ce vaste temple où les vivants piliers laissaient parfois sortir de confuses paroles. C'était au fait, comme le dit Pierre Vérin, le pays le plus vert et le plus agréable que l'on puisse imaginer. Il n'y a pas un coin qui ne soit couvert d'arbres ou d'herbes odoriférantes et aromatiques. L'île au bois dormant allait porter le nom d'un prince charmant, Maurice de Nassau stadouté des Pays-Bas. La prise de possession hollandaise, en 1598, fut suivie d'une banale tentative de colonisation souvent interrompue, et ce jusqu'à 1710. Le temple n'avait pas tardé hélas à subir les transactions de ses premiers marchands. La compagnie à Amsterdam, la Compagnie hollandaise des Indes orientales, désigna en 1637 le chef marchand Gouilleur comme commandant de l'île. D'autres marchands et sous-marchands allaient très rapidement faire main basse sur les marchandises, autrement dit sur la flore et sur la faune de l'île, sans épargner les eaux poissonneuses des Bleus Lagons. Les premiers Hollandais firent en somme des pêches miraculeuses. C'était à coup sûr le tout premier miracle économique de l'île.
Le moins provocateur aussi. Et qui n'était pas plus ravageur que l'acte de destruction complète des superbes accents aigus baignés à des fins commerciales, car l'île de rêve était dotée par son divin créateur, du meilleur et du plus bel ébène de tout l'Orient, aussi noir que du jais et d'un grain aussi fin que l'ivoire. Sous le gouverneur Van der Stel, du 8 novembre 1639 au 20 mai 1645, 5 à 6 000 billes d'ébène furent envoyées à Batavia. Au grand contentement de la compagnie, rapporte Pierre Vérin. Les colons ou plutôt les explorateurs et exploiteurs hollandais passèrent d'une économie de prédation à celle de l'exploitation la plus éhontée. Tout en faisant table rase des accents aigus baignés, des excellents bois de charpente aussi et autres bois précieux de couleur rouge ou jaune, les marchands hollandais, dans leur frénésie de gain rapide, mettaient à profit tout l'ambre noir et surtout l'ambre gris trouvé sur les plages, car l'ambre gris valait à cette époque 6 fois son poids en argent. Les palmiers et les palmistes aux choux fort prisés, surtout ceux qui tempéraient les vallées ensoleillées, tombaient autant que les grands cocotiers sous les coups redoublés des affairistes insatiables. La faune de l'île Maurice hollandaise connut autant de ravages que sa flore exotique. Pas un seul dronte ou dodo ne survécut à la razzia des occupants hollandais. D'énormes tortues de terre, autant que les tortues de mer qui venaient pondre sur les plages, furent avidement dépecées. La viande de tortue était également vendue dans l'Inde, à Surat, sur la côte de Coromandel. Maurice, avant l'île de France, était à l'image du jardin de la Compagnie néerlandaise des Indes, jardin qu'un dieu sans doute a posé sur les eaux comme le chantait par la suite le poète Paul-Jean Toulet. Jardin que des mains marchandes, hélas, allaient profaner, piller, saccager, tout décider qu'ils étaient à y faire fortune. Mais la divine providence ne favorisa pas longtemps les marchands hollandais. Faute de savoir-faire et d'infrastructures adéquates, ils allaient finir par renoncer à l'exploitation commerciale de l'île. Sous Van der Stel, en 1639, ils avaient introduit à l'île Maurice la canne à sucre, de même que le cerf, importé du Java. Également un petit lot d'esclaves malais, indiens et javanais. Des oies et des canards aussi, sans doute pour remplacer et simuler le dodo d'antan. Comment mettre à profit la terre si fertile de l'île verte? L'argent n'ayant pas d'odeur, la sueur, les larmes et le sang des esclaves ne gênaient pas, mais pas du tout ces marchands de la compagnie. Le commerce du bois d'ébène. Le commerce du bois d'ébène, au propre comme au figuré, car c'est ainsi qu'on allait appeler le trafic des esclaves, aguichait les Hollandais à tel point qu'ils résolurent de prendre en main l'entrepôt d'esclaves. De son côté, Armel de Visme, auteur de Nantes et le temps des négriers, France Empire 1983, d'ajouter, et par le bois d'ébène, les négociants qui assuraient la fortune des ports et des colonies répondaient à un besoin économique absolument vital. Déjà la petite société bipolaire, maître-esclave, de la nouvelle plantation sucrière, nécessitait une main-d'œuvre à toute épreuve et plus adéquate. Sans tarder, les colons hollandais excités par le sens des affaires allaient découvrir à peu de distance de bouillants foyers d'esclaves situés au nord-est de Madagascar. Tamatave, Antonril, Full Point, une forte concentration de Betsimi-Saraka, de Cafre et de Mérina, des malgaches robustes et endurants, certes, mais qui au lieu de se laisser exploiter avaient la fuite en tête. L'idéal de liberté aussi. Et le refus de l'esclavage. Ils étaient ainsi résolument portés au marronnage, en dépit d'horribles répressions. Le marron, héros de la liberté. Vu la chasse sanguinaire dont il était souvent victime. Quoi de surprenant que la première révolte officielle d'esclaves à l'île Maurice se produisit, dès l'époque hollandaise de l'île. C'était en 1674. Les transactions commerciales de l'île venaient d'être relancées. D'abord ce furent les esclaves malgaches de l'île Bourbon qui n'hésitèrent plus à se révolter, après avoir appris que les 75 colons français de Port-Dauphin à Madagascar avaient été massacrés par leurs esclaves. En 1664, les esclaves malgaches n'avaient-ils pas massacré le père Étienne, missionnaire, qui voulait les convertir de force? L'insurrection gagna vite l'île Maurice. Et pour étouffer de nouvelles tentatives de révolte, les colons ne décidèrent rien moins que de couper le pied aux uns et le poignet aux autres. Les travaux dussent-ils en souffrir? De même que les revenus financiers. Au fait, après avoir exploité les ressources naturelles de l'île Maurice de 1638 à 1658, les Hollandais s'y essayèrent une seconde fois, de 1664 à 1710.
Ne pouvant affronter plus longtemps la révolte et le marronnage des esclaves, les Hollandais furent contraints de lever l'ancre. Ils n'auront réussi, hélas, qu'à consommer avidement, jusqu'au dernier, les fameux dodos qui n'avaient existé qu'à l'île Maurice et dont le pays n'a gardé que les plumes et les os, voire quelques squelettes de musée et l'emblème qui le distingue. C'est le revers de la médaille d'une molle tentative d'exploitation économique. Malgré la devise hautaine des Nassau, je maintiendrai, les Hollandais n'ont pas tenu. Ils n'auraient d'ailleurs jamais pu tenir non plus contre les assauts répétés des attaquants français, ou des combattants anglais qui voulaient, contre vent et marée, s'emparer de l'île portuaire. La baie du Nord-Ouest n'avait-elle pas été visitée en 1709 par les vaisseaux français, justement appelés le Curieux et le Diligent? Ferdinand de Lesseps, 1805 à 1894, n'avait pas encore créé le canal de Suez. La route des Indes, dite route des épices avant de devenir celle du kérosène, n'offrit-elle pas comme mouillage sûr et précieuse escale, la rive doublement inspiratrice et nourricière de l'île Maurice? Bien auparavant, précisément sur le plan maritime, que d'armateurs bretons ou diepois cherchant à acquérir de nouveaux comptoirs en Asie pour soutenir leurs opérations commerciales, ne firent de l'île Maurice un point d'appui absolument fiable? Précieuse escale aux vaisseaux, l'île Maurice ne constituait-elle pas une base essentielle de ravitaillement? Des apostrophes autant plus équipées pour les réparations et autres besoins urgents associés aux longues traversées. Les écumeurs de mer devaient effectuer leur première relâche à l'île Maurice, dès l'an de grâce 1697. Ils fréquentèrent régulièrement l'île jusqu'en 1720. Durant toute cette période de piraterie, les insatiables pirates de mer ne le cédaient en rien aux non moins insatiables pirates de terre. Les revers de fortune ayant éloigné à tout jamais les colons hollandais de leur île au bois dormant, rien que 5 ans après, ce ne furent pas les marins anglais rivaux, mais les navigateurs français qui jetèrent l'ancre à bon port dans la rade des Moluques, le futur Port-Louis. PERIODE française, 1715 à 1810. Fille de la francophonie. Avec Mahé de la Bourdonnais. Ainsi la marine française, devançant les Britanniques, se hâta donc de s'approprier cette escale providentielle sur la route des Indes. Cette île portuaire de si haute importance stratégique et surtout commerciale. Ce fut le comte de Pontchartrain, 1643-1727, ministre de la Marine, qui délivra, le 31 octobre 1714, des instructions royales destinées au sieur d'Arcel. Le 20 septembre 1715, le vaillant capitaine Guillaume Dufresne d'Arcel prit possession de l'île portuaire et y planta symboliquement la croix au lys d'or. Sur ordre de Louis XIV, le roi Soleil qui illuminait l'Europe 1. Le sieur d'Arcel baptisa cette terre privilégiée du nom de la France elle-même, en l'appelant l'île de France. La colonisation effective ne commença que lorsque le chevalier Jean-Baptiste Garnier de Fougeray, 1689 à 1743, débarqua du Triton, le 23 septembre 1721, la colonisation avec ses perspectives de transaction et de commercialisation. Un premier contingent de colons ne se fit pas prier pour quitter l'île Bourbon, le 24 décembre suivant pour l'île de France. Par ailleurs, 20 familles de colons en provenance de l'Orient furent embarquées, en même temps que des soldats et des esclaves, sur la Talente et la Diane en 1722. Les lettres patentes, en forme d'édit concernant les esclaves nègres des Isles de Bourbon et de France, furent enregistrées à Saint-Paul, le 18 septembre 1724, par le Conseil supérieur de Bourbon. Écrit sur parchemin, l'édit est signé de la main même de Louis XV. C'est aux opérations des trafiquants portugais que l'histoire impute la dimension internationale que prit le trafic des Noirs, dès le XVe siècle. Et la traite devait s'étendre jusqu'au XIXe siècle. Il fut estimé qu'entre 1510 et 1870, pas moins de 10 millions d'Africains avaient été déracinés et transplantés, le plus grand nombre ayant transité par l'île de Gorée. Et durant près de 4 siècles, que de trafiquants, de marchands et d'esclavagistes, n'avaient-ils pas vendu leur âme pour mieux s'enrichir dans le commerce des malheureux esclaves? Armel de Vis me rapporte que de 1706 à 1791, les bateaux nantais ont assuré la traite de 450 000 Noirs. Ancienne capitale des ducs de Bretagne, Nantes était devenue l'un des plus riches marchés coloniaux du monde en s'adjugeant la première place dans le trafic des esclaves avec les Antilles. En achetant des Noirs à leurs ennemis, prétextaient les marchands,
on leur épargnait d'être massacrés. Bon nombre de Nantais, cédant au sortilège des rivages exotiques, s'étaient installés dans l'océan Indien, à l'île de France et à l'île Bourbon, renforçant les liens entre Nantes et les îles. Ce trafic nantais ne s'éteignit définitivement qu'en 1848, lorsque le décret Schulcher proclama l'émancipation des Noirs dans toutes les colonies françaises. En vain, des écrivains humanistes comme Montesquieu, l'abbé Prévost, l'abbé Raynal, Diderot et Bernardin de Saint-Pierre avaient-ils dénoncé l'inhumanité de la traite. C'est que les voyages dits triangulaires entre Nantes, le continent noir et l'Amérique se révélaient extrêmement rentables. Que peuvent les écrivains, les moralistes et autres philosophes et poètes, contre les ardents disciples de Mammon et leur frénésie de pouvoir financier et de miracles économiques, dussent-ils vendre leur âme et jusqu'à l'âme d'un pays, autrement à visage sympathiquement humain, à l'expression naturelle et divine. C'est en 1664 que fut créée la Compagnie française pour le commerce des Indes orientales, l'une des 5 compagnies privilégiées fondées par le ministre de la Marine, Jean-Baptiste Colbert, 1619 à 1683, selon les idées du cardinal Richelieu sur les établissements des Français aux terres lointaines. En juin 1664, Louis XIV demanda à la ville de Saint-Malo nid de corsaires d'assister les syndics de la ville de Paris qui avaient déjà fait souscrire 300 marchands et financiers. Par la suite, les syndics se manifestaient dans d'autres villes les plus commerçantes de France, Rouen, Lyon, Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Marseille, Tours, Caen, Dieppe, Le Havre et Dunkerque. Toute la France maritime, quoi ? Pour transiger avec le port nord-ouest de la très lointaine et toute proche Île-de-France, par les bons et mauvais offices de l'historique Compagnie des Indes. La baie de Blavet, en Bretagne, devint le siège exclusif de la Compagnie des Indes, sous le nom de l'Orient ou l'Orient. Port retentissant barré de vergues et de mâts, où cordages et voiles tendent vers des pays lointains et fabuleux. Pour l'océan Indien, la Compagnie des Indes orientales réunit Pondichéry et les Isles de France, 1715, et de Bourbon, 1665. Colbert fit édicter l'ordonnance coloniale ou Code noir, 1672 à 1681, lequel réglait les conditions des travailleurs serviles. Au début, les statuts de la Compagnie interdisaient l'esclavage. Mais en 1723, le Code noir fut refondu à l'usage des mascareignes et l'esclavage officialisé. La Compagnie s'octroyant le monopole du trafic des esclaves définissait l'esclave comme bien meuble, homme-objet pouvant être cédé en héritage, hypothéqué, saisi, échangé, vendu. Jusqu'au marché et jusqu'à la foire aux esclaves, la contrebande n'avait de cesse de se remplir les poches. D'ailleurs, pour prévenir toute fraude, les Noirs furent marqués sur l'épaule gauche de l'empreinte de la Compagnie au moyen d'un fer rouge, un R pour le bon compte du roi. Pour la bonne conscience du comptable. Sans aucun doute. La France, mère de la liberté, la France des philosophes du siècle des Lumières, s'était bien évidemment insurgée contre l'esclavagisme. Pour amener Louis XIII à changer d'opinion, les esclavagistes durent le persuader que c'était pour baptiser ces sauvages et sauver leurs âmes. À quoi Voltaire, œuvre complète, tome 58, page 124, se serait écrié. Abominable chrétien. Les nègres que vous vendez 1200 francs valent 1200 fois mieux que vous. Et ce n'est pas du tout la faute à Voltaire, encore moins à Rousseau, si les philosophes eux-mêmes trempaient clandestinement dans les liquidités du trafic d'esclaves. Faut-il le répéter que la vertu sans argent est un meuble inutile ? Nonobstant, passé les cruelles épreuves de la Révolution, la France a été la première à proclamer l'abolition de l'esclavage. La France, certes, mais non les colons et autres spéculateurs, autres affairistes des colonies. Le roi ayant accordé à la Compagnie le privilège du commerce des Indes, la Compagnie eut vite fait d'exercer arbitrairement ses prérogatives sur les colons, lesquels se révoltaient sans cesse contre ses syndics et directeurs. À tel point que le gouvernement royal dut intervenir une première fois, de 1742 à 1747, pour abolir le privilège monopoliste de la Compagnie. Mais celle-ci reprit vite le dessus et retrouva son double pouvoir. Le monopole du commerce réservé aux seuls vaisseaux de la Compagnie, le trafic des esclaves y compris. 2. Une seigneurie en fief concédant la disposition de la terre aux particuliers et répartie en habitations. Toute tentative de colonisation et de développement agroéconomique, n'ayant été absolument pas possible, ni concevable, sans une main-d'œuvre servile, moteur de l'économie,
la traite des esclaves fut la principale transaction de la Compagnie des Indes qui plaça ses propres agents en Afrique et à Madagascar. En particulier à Gorée, à Juda et à partir des comptoirs arabes de l'Afrique de l'Est, dont les marchés d'esclaves de Zanzibar. L'historien Jean-Michel Filliot, auteur d'une étude sur la traite vers l'Île-de-France, y rappelle succinctement les grandes occupations des esclaves. Aménagement, protection des côtes, avec notamment création et renforcement du port Louis. Agriculture avec le manioc, l'indigo et la canne à sucre. Petite industrie avec des forges, indigoterie, tannerie. Participation à l'infrastructure, routes, magasins de l'administration, demeures privées. Manutention liée à la marine. La population servile comprenait majoritairement les noirs et négresses de pioches cantonnés sur les plantations et bien moins nombreux, des esclaves à talent, tous généralement traités non comme des humains mais comme des bêtes de somme, n'ayant droit en toute saison qu'à un simple cache-sexe, le mâle souvent chargé de chaînes, la femelle portant beaucoup un collier de fer avec 3 crochets. La traite sur laquelle dépendait la Compagnie des Indes profitait également aux pirates et autres intermédiaires du marché, aux marins qui arrondissaient ainsi leurs soldes et jusqu'aux administrateurs eux-mêmes qui percevaient un solide droit de courtage. Les marchands d'esclaves étaient payés non pas en monnaie de singe, comme ils l'auraient mérité, mais en monnaie de coquillage appelée coris, quand ce n'était pas en piastres courantes. Autrement, à partir de leur pays d'origine, ces esclaves furent échangés contre des armes, fusils, barils de poudre, balles de plomb, pierres à fusil, des toileries, de France ou de Pondichéry, des métaux, des spiritueux, l'araque de préférence, jusqu'à de la quincaillerie et de la verroterie. J.M. Filliot cite 2 exemples extraits du journal d'un régisseur en chef des traites du roi, à Foulpointe. Une femme de 30 à 35 ans, pour 2 fusils de traite, 10 livres de poudre, une bouteille d'eau-de-vie. Un garçon de 15 à 16 ans, pour 3 fusils de traite, une brasse de toile, un miroir, 2 bouteilles d'eau-de-vie. De la chair de table vendue au kilogramme coûterait bien plus cher. Un corps d'esclave destiné à rester dans le noir, n'est-ce pas de la chair à supplice ? De la chair livrée à bon marché, à la cupidité de la plupart des propriétaires. Aux insatiables seigneurs et maîtres. De nombreux documents d'archives ont rendu compte à travers des textes d'histoire, des cruautés des plus révoltantes dont les esclaves ont souffert des mains de leurs maîtres, sans cœur, sans âme et sans merci. Il suffirait de citer le témoignage de Bernardin de Saint-Pierre, dont un premier volume de son reportage intitulé « Voyage à l'Île-de-France » apparu en 1773. Un second volume, en 1989, grâce aux soins du professeur R. Chaudançon, de l'Université d'Aix-en-Provence. Un autre témoignage aussi accablant, daté de 1805, est celui de Grégoire Avine dont le récit est intitulé « Voyage aux îles de France, d'Anjouan, de Madagascar, de Mozambique, de Zanzibar et à la côte Coromandel, 1802 à 1805 ». Dans le même ouvrage, Grégoire Avine raconte qu'on trouvait en 1800 à l'île de France des Noirs de toutes les castes, et particulièrement des Mozambiques, des Yolofs, des Anjouanais, des Makondés, des Malos et beaucoup d'autres esclaves des côtes de l'Inde. D'autres témoins aussi indignés que Bernardin de Saint-Pierre et Grégoire Avine ont dénoncé d'autres cas monstrueux où des maîtres privaient de nourriture les esclaves dont ils voulaient se débarrasser, les poussant ainsi au marronnage, puis tenter de se faire indemniser lorsque le fugitif était capturé et condamné à mort. Après la peine de vie, la peine de mort. La mort, quel gaspillage. Mais pour les maîtres qui s'enrichissaient ainsi, quel atout économique. L'île Maurice, fille de la francophonie, soit pas seulement de la francophonie coloniale, de la francophonie aux esclaves, non pas exclusivement de la francophonie des trafiquants, des marchands, des négociants, des commerçants et autres affairistes, mais Dieu soit loué, de la francophonie aussi des bâtisseurs de génie, des architectes, des stratèges, des coopérants, des artistes, des poètes. Bref, des gens de science, de lettres et de culture, des gens d'esprit, de cœur et d'âme, des êtres sensibles à la beauté, la probité et la transparence, sensibles à la créativité, à l'apostrophe. Authenticité et portée à la production créatrice, plutôt qu'à la consommation à outrance, ou encore qu'à la copie servile et à l'imitation sans retenue. Mais, fille de la francophonie hautement civilisatrice. L'île Maurice, fille de la francophonie, aura été au prime abord, le pays de Paul et Virginie. Tel que l'a décrit Bernardin de Saint-Pierre, à l'époque de Monsieur de la Bourdonnais. En effet,
dans la suite de Bernardin, que de savants, d'écrivains, d'artistes, d'astronomes, de naturalistes et d'explorateurs ne se sont-ils pas inspirés de l'île Maurice? De sa flore et de sa faune. De ses terres diversement colorées. Poudre volcanique aux 7 couleurs et 7 fois 7 nuances. Ou encore du fameux rayon vert du soleil couchant, de la lumière exceptionnelle qu'à l'heure vespérale l'on ne trouve qu'à l'île Maurice. N'est-ce pas durant son séjour à l'île Maurice, du 1er au 20 septembre 1841, que Baudelaire y découvrit sa théorie fondamentale de la correspondance, de l'analogie et de la synesthésie? Baudelaire, initiateur de toute la poésie moderne. À partir d'une île où souffle l'esprit. D'une île, hélas, où ne souffle plus désormais que le vent de la haute finance. Les premières années de la colonisation française, il faut le dire en toute objectivité, furent en elles-mêmes un violent défi à ces premiers colons en provenance de la toute proche Réunion, colonisée dès 1665, ou de la lointaine Bretagne. De 1721 à 1735, en raison de l'absence totale de toute infrastructure, les colons ont eu à braver ce que la romancière Marcelle Lagèche a appelé l'enfer de l'île de France. Pour les esclaves, évidemment, c'était pire que l'enfer. Tout comme les Hollandais, les Français également auraient abandonné la partie, n'était la nomination providentielle de Mahé de la Bourdonnais, 1699 à 1753, comme gouverneur général des Îles de France et de Bourbon, de 1735 à 1746. Aujourd'hui, à l'entrée de chacune des deux îles sœurs, se dresse dignement une haute statue de Mahé de la Bourdonnais dont le regard porte au loin sur la mer des Indes. Une réplique de sa statue se dresse depuis le 17 septembre 1989, sur les remparts de la ville de Saint-Malo, en Bretagne, en ce lieu qui désormais s'appelle Place de l'île Maurice, sur l'initiative de l'amicale Île Maurice France, présidée par Philippe Lenoir, homme de lettres franco-mauricien. D'abord officier de marine hors du commun et grand capitaine, Bertrand-François Mahé de la Bourdonnais combattit aux Indes contre l'Angleterre dans la guerre des comptoirs et de l'important marché des Indes. Il remporta la victoire navale de Negapatam et réalisa la prise de Madras, septembre 1746. Architecte, ingénieur, organisateur inspiré et grand bâtisseur, Mahé de la Bourdonnais fonda la ville de Port-Louis et en fit le chef-lieu de la colonie. Il fit aménager le port en base de construction maritime et bâtir l'hôtel du gouvernement, aujourd'hui siège du Parlement mauricien et des principaux ministères et qui offre, plus que jamais, l'une des plus grandioses perspectives urbaines au monde avec l'esplanade de la place d'Armes. Place Soukdeo Bissoundoyal, illustre tribun, ses rangées de palmiers et de monuments, laquelle rejoint sur la place du quai, l'esplanade Basdeo Bissoundoyal, savant missionnaire, et la vaste mer australe. C'est sous son gouvernement, nous rappelle Kahazaressim dans son livre d'histoire et Ramou Soriamoursi dans le sien, que de 1735 à 1742, les premiers Indiens, des artisans tamouls, arrivèrent à Maurice pour aider les esclaves à développer le pays. Mahé de la Bourdonnais fit s'élever d'autres bâtiments encore, des bureaux, des magasins, un hôpital, une redoute, une poudrière, des batteries, des ateliers et des logements qui allaient convertir l'île-forêt ou le jardin posé sur les eaux, en une île-pays. Sous Mahé de la Bourdonnais en effet, le génie colonisateur français aidant l'île Maurice en tant que pays se préparait à venir au monde. Le gouverneur bâtisseur fit ouvrir de nombreuses routes menant au développement de l'île, surtout dans l'agriculture. En particulier le sucre, puis le café, le coton, l'indigo, le manioc et autres cultures vivrières. C'est ainsi que le Saint-Géran, dont le naufrage prémonitoire, au large de l'île d'Ambre en 1744, inspira à Bernardin de Saint-Pierre son roman anti-esclavagiste, transportait à l'île de France, sur l'initiative de Mahé de la Bourdonnais, d'importants équipements pour la première usine sucrière du pays, celle de Vilbague, au Pamplemousse. Au Pamplemousse, où la Bourdonnais avait fait construire sa maison de campagne appelée Mont-Plaisir et préfigurant le jardin botanique, chef-d'œuvre d'horticulture, deuxième en importance dans le monde. Un mauvais sort s'acharnant comme sur le Saint-Géran, le génial Mahé de la Bourdonnais fut victime d'une affreuse cabale menée par Barthélemy David qui voulait lui succéder, comme de connivence avec l'ingénieur de Caussigny et un rival de la marine, gouverneur de Pondichéry, Jean-François Duplex, 1697 à 1763. Rappelé en France, Mahé de la Bourdonnais fut impitoyablement jeté à la Bastille et y fut enfermé pendant 3 ans sur de fausses accusations. Il devait en mourir de chagrin,
2 années après son exonération et sa libération. Dans une préface magistrale au catalogue de l'exposition, Île-de-France Île Maurice, 1715 à 1978, au Palais de Chaillot à Paris, Armand Modève, ancien ambassadeur, évoque cet emprisonnement écœurant en rappelant comment Mahé de la Bourdonnais avait dessiné à l'encre de Chine, sur son mouchoir de toile fine, conservé à la Bibliothèque nationale, 4, numéro 68, le contour de l'océan Indien, théâtre de ses activités dans les Mascareignes et aux Indes. Après avoir créé l'embryon d'une marine des îles, il eut l'idée de faire des Mascareignes la base de départ d'opérations de course dans l'océan Indien. Idée chère à Armand Modève qui, il n'y a guère, dirigea les opérations d'un grand festival de la mer 5 septembre 1987 et s'échelonnant sur 2 mois, un festival qui eut bien plus de vent dans les voiles que le festival du livre de l'océan Indien tenu tout au début d'avril 1990. Armand Modève de Mézières, gentilhomme de haute culture, décoré de la Légion d'honneur, est aujourd'hui directeur général des Moulins de la Concorde, minoterie franco-mauricienne, et principal organisateur du Forum francophone des affaires. Succédant en effet à Mahé de la Bourdonnais, l'ancien gouverneur du Sénégal, Pierre-Félix Barthélemy David, 1711 à 1795, voulut se distinguer en faisant bâtir le château du Réduit, une gentilhommière, dit Marcel Lagèche, et qui, reconstruite, allait devenir la résidence des gouverneurs français, britanniques et mauriciens successivement, et la State House des présidents de la République de Maurice. David en parla comme d'une retraite. Le Réduit où les femmes et enfants des colons et des militaires puissent se réfugier dans l'éventualité d'attaques renouvelées des flottes britanniques. Le Réduit fut construit en effet dans un lieu privilégié comme entre terre et ciel, dénommé d'ailleurs le bout du monde. Le petit temple de l'amour y sourit encore au milieu des jardins créés par le botaniste Fusée Aublet, 1720 à 1778. Et si magnifiquement mis en valeur de nos jours. Monsieur Kassam UTEM, l'actuel président de la République, y fait installer, au milieu de la vaste et verte pelouse, une fontaine de la liberté, œuvre de Pierre Clerc, artiste mauricien. Pour en faire l'historique, la plume des historiens mauriciens n'y va pas de main morte. Rival-Squenet, pour sa part, fait bien ressortir ce que cette construction aura coûté non seulement en argent, mais surtout en main-d'œuvre, en sueur et sang des esclaves. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.